J'ai entendu des expériences des femmes qui ont peur de quitter les contextes de violence conjugale parce qu'elles n'ont pas un statut migratoire, mais leur enfant est canadien. Donc, elles ont peur qu'elles vont perdre la garde de leur enfant parce qu'elles n'ont pas de citoyenneté. Elles peuvent être renvoyées et l'enfant, en tant que Canadien, resterait ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte qu'une personne survivante va pas se sentir en sécurité pour chercher de l'aide. Donc, c'est important de comprendre ces contextes-là et les barrières qui existent pour bien pouvoir les soutenir. Je m'appelle Zoé Gagnon-Paquin et vous venez d'entendre un extrait de ma conversation avec Marliane Lopez que je rencontre dans cet épisode. Marliane porte plusieurs chapeaux allant de militante, organisatrice communautaire, formatrice, conférencière et consultante. Elle est aussi survivante de violences basées sur le genre. En tant qu'experte, Marliane nous parle des barrières systémiques auxquelles font face les survivantes de violences genrées qui sont aussi des personnes racisées. Dans cet épisode, Marliane nous fait mieux comprendre les différentes formes d'oppression qui peuvent s'ajouter à la violence genrée et nous explique comment en tenir compte pour offrir le meilleur soutien possible à une survivante. Alors bonjour Marliane, merci d'être ici. Bonjour Zoé, merci pour l'invitation. Marliane, tu es instigatrice du projet Hoodstop les violences sexuelles à Montréal-Nord. Tu es aussi coordonnatrice de programmes et de l'engagement communautaire à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Tu agis en tant que consultante pour soutenir des organismes ou des projets qui travaillent à mettre fin à la violence basée sur le genre. Merci de partager ton expertise avec nous. Merci. J'aimerais comprendre, à partir de ton expérience, comment bien soutenir et de façon sécuritaire une personne qui vit de la violence basée sur le genre. Mais d'abord, je voulais commencer par te demander pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ce travail de soutien face à la violence basée sur le genre? Pour moi, c'est important ce travail de soutien parce qu'en tant que survivante, j'aurais aimé avoir plus d'écoute, pouvoir me sentir en sécurité pour partager mon expérience. Donc, je pense que mes expériences personnelles m'ont poussée à faire le travail que j'ai fait aujourd'hui. Surtout, en tant que femme noire, je vois le manque de ressources, le manque de soutien qui existe, les manques de visibilité par rapport à nos expériences. Donc, ça m'a poussée à vraiment faire ce travail en espérant que d'autres survivantes se sentent en sécurité et puissent vraiment rompre avec des cycles de violence et trouver les soutiens que ces personnes méritent. À quoi ça peut ressembler, la violence basée sur le genre? Quand on parle de violence genrée, que ça soit la violence à caractère sexuel, que ça soit la violence conjugale, violence psychologique dans le cadre d'une couple, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes. Donc, c'est très important d'avoir une compréhension, je pense que plus large, parce que je pense qu'une chose malheureuse qui est venue avec les conversations médiatiques autour de la violence sexuelle, c'est qu'on tend à centrer un type d'expérience aux communautés très précises. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les médias, quand il y a eu les dévoilements dans le contexte de MeToo, c'est dans les médias, on voyait beaucoup certains types d'expériences. Et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que l'effet de centrer une seule type d'expérience des personnes qu'on juge comme étant de bonnes victimes, ça ne fait qu'aliéner d'autres personnes qui vivent de la violence et les empêcher de vraiment rompre avec les silences, chercher du soutien, parce que les personnes dont leur expérience ne correspond pas à cette violence-là. La violence basée sur le genre n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Il y a des discriminations comme le racisme, le capacitisme, l'hétérosexisme et la transphobie qui font en sorte que certaines personnes sont plus à risque de vivre de la violence.
Marliane identifie ces facteurs de discrimination comme des barrières. Les barrières auxquelles font face les personnes qui vivent des violences genrées ne sont pas toutes pareilles. Tu travailles avec des communautés noires à Montréal. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour mieux comprendre c'est comment faire face à la violence genrée quand il peut y avoir plus d'une forme de pression en jeu? Donc, en tant que femme noire et ayant travaillé avec des communautés noires, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nos communautés font face à du racisme systémique. Et puis, la manière dont les personnes noires sont représentées dans les médias, ça, en soi, ça constitue des barrières pour que les survivantes puissent chercher de l'aide. Si on parle de hypersexualisation des femmes noires, si on parle de la manière qu'on représente les hommes de nos communautés, si on parle de violences policières, si on parle du fait qu'il n'existe pas vraiment de services qui soient sécuritaires pour nos communautés dans le cadre de la violence genrée, tout ça, ça constitue des barrières pour dévoiler une agression, des barrières pour chercher du soutien. J'étais témoin de réactions racistes ou de préjugés biaisés qui existent autour de la violence quand il s'agit de, par exemple, une femme noire. Et ces réactions et ces biais vont faire en sorte que beaucoup de survivantes noires vont pas chercher du soutien, vont rester dans un contexte d'isolement parce qu'elles ont peur d'être revictimisées, de ne pas être crues. C'est des choses qu'il faut déconstruire. Il faut qu'on adresse les biais qui vont faire en sorte qu'on va être moins poussé à agir quand il s'agit de certaines personnes. Selon plusieurs études, les femmes racialisées qui signalent des actes de violence sont souvent prises moins au sérieux par le système de droit pénal et les auteurs de ces actes reçoivent habituellement des peines moins sévères que lorsque les victimes ne sont pas des minorités. Marliane a écrit dans une lettre dans Le Devoir en 2017 « Il faut confronter les stéréotypes et préjugés qui font en sorte que certaines expériences ne sont pas considérées comme légitimes et lutter contre les systèmes d'oppression qui rendent certains groupes de femmes plus vulnérables. » Tu parles de guérison, de reprendre son pouvoir. Tu as mentionné aussi avoir vécu aussi de la violence. Qu'est-ce que toi, tu aurais trouvé soutenant qu'on te dise pour aller vers la guérison puis une reprise de pouvoir? Donc moi, dans le contexte de mon expérience, j'ai un enfant qui maintenant est ado, mais dans ce temps-là, il était petit puis il est dans un contexte de handicap. Donc, tout ça, je pense qu'il était des barrières. Souvent, les personnes me disaient, quand j'ai osé partager que ça allait pas, je donnais pas trop de détails parce qu'il y a la honte qui fait en sorte que souvent, on veut pas vraiment dévoiler parce qu'on a peur du jugement. Mais quand j'ai dévoilé que j'avais des problèmes, souvent, les personnes me disaient, mais non, mais comment ça? Tu as un enfant, il est en situation de handicap. Tu dois faire l'effort parce que tu sais, avec une enfant en situation de handicap, toute seule, une mère monoparentale, tu sais, donc c'était très difficile. Il y avait beaucoup de jugements. Donc moi, j'aurais aimé vraiment avoir eu l'écoute. J'aurais aimé que mon témoignage soit pas accueilli avec les jugements. Donc c'est ça que je pense que est le plus important. Ne pas avoir un jugement et puis écouter. Souvent, on va aller direct à essayer de trouver des solutions, mais la personne a d'abord besoin d'être écoutée. Merci pour ton partage. Il y a une chose que j'ai appris en travaillant sur cette série Balado, c'est l'importance de s'assurer que le soutien qu'on offre et que tout le processus d'accompagnement soit dirigé par la survivante. À quoi ça ressemble à tes yeux d'offrir un soutien qui est dirigé par la survivante et pourquoi c'est si important?
la reprise de pouvoir. C'est très important que ça soit dirigé ou centré sur la survivante parce que si on veut que la personne puisse reprendre son pouvoir. Je pense qu'une des malcompréhensions, c'est qu'on ne comprend pas ce que la violence genrée peut faire à une personne. On ne comprend pas que les expériences ne vont pas être les mêmes, les réponses ne vont pas être les mêmes. Je pense qu'on ne comprend pas souvent la réaction ou les actions des personnes survivantes, le fait qu'il peut avoir la honte, la crainte de ne pas être cru, la peur. Et puis, si on n'a pas le soutien dont on a besoin, ça peut nous empêcher de chercher de l'aide ou si on n'a pas les outils, les ressources, ça peut nous faire rester dans certaines situations que d'autres vont juger insécuritaires. Donc, ça, c'est un des exemples, je pense. C'est difficile pour n'importe qui de dévoiler une violence genrée à cause de, comme j'ai mentionné, la honte que ça amène. Aussi, souvent, il y a de la violence psychologique qui vient dans le contexte de certaines violences genrées. Il peut y avoir la violence psychologique, donc vraiment le sentiment que peut-être on mérite d'être dans cette situation, peut-être quand on l'a cherché. Puis aussi, c'est les malcompréhensions. Je donne un exemple. Pour les personnes qui me connaissent, les gens disent que je suis une personne qui est très sociale, avec un caractère fort, je semble une femme forte. Donc, quand les personnes apprennent que je suis une personne survivante de violences conjugales, de violences à caractère sexuel, c'est comme... Mais toi, je peux pas croire avec... T'es tellement imposant comme personne, tu as tellement l'air d'une femme forte, je peux pas croire que tu as déjà été dans un contexte de violence conjugale. Ces genres d'attitudes ou ces préconçus, en soi, c'est des barrières pour le dévoilement. Ces genres d'attitudes envers la violence genrée est une barrière pour beaucoup de personnes de dévoiler ou chercher du soutien parce qu'il y a trop de stéréotypes autour de qui est une victime, qui est une survivante. Vu qu'il n'existe pas une grande diversité par rapport aux organismes qui offrent du soutien en matière de violence conjugale, je pense que c'est souvent nécessaire d'avoir des services qui sont parés pour. Donc, souvent, j'ai eu l'occasion d'organiser des cercles de guérison qui sont destinés, par exemple, aux femmes noires, pour partager leurs expériences, pour avoir du soutien sans jugement. Et puis, on a donné l'espace pour les partages où les femmes qui se sentaient en sécurité pouvaient partager. Et on a finalisé avec des activités d'écriture. Ces genres d'activités, ça peut être divers. Des fois, c'est l'écriture. Ça peut être vraiment aidant. Ça peut être des ateliers de art-thérapie, yoga, les corps. On sait que souvent, on internalise ces violences dans nos corps, ces traumatismes, et comment ça affecte nos corps. Donc, des sorties dans la nature, ça aussi, c'est très aidant. Donc, on offre une diversité d'activités pour les personnes qui viennent dans les cercles. Malheureusement, les services mainstream vont être teintés par des pratiques coloniales, des pratiques qui ne vont pas être aptes pour desservir nos communautés, que ce soit les communautés autochtones, que ce soit les communautés noires. Donc, le fait que souvent, il y a beaucoup de rigidité par rapport à qu'est-ce qu'on considère comme guérison,
qu'est-ce qu'on considère comme soutien, cela va faire en sorte que beaucoup de personnes vont pas bénéficier de services parce qu'on sait qu'elles vont pas aller à des ressources mainstream en violence genrée. Je l'ai vu. J'ai beaucoup travaillé avec des organismes communautaires, par exemple, qui desservent les communautés noires. J'ai donné des ateliers de sensibilisation à comment accueillir un dévoilement. Et j'ai fait ça parce que je savais que les femmes qui allaient dévoiler n'allaient pas à un service mainstream en violence à caractère sexuel ou n'allaient pas à un service mainstream en violence conjugale. Donc, il faut vraiment mieux outiller une plus grande diversité d'organismes pour pouvoir accueillir les personnes qui vont dévoiler une agression à caractère sexuel ou une expérience de violence genrée. Si on ne bâtit pas ces liens communautaires, je pense que ça va être très difficile pour nous d'intervenir dans les contextes. Ça ne peut pas être juste de référer à un service où il faut vraiment qu'on puisse agir dans notre communauté pour interrompre la violence. Pour moi, c'est vraiment s'attarder sur ce que la personne a besoin pour entamer sa guérison. C'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certaines communautés, ça va ressembler à quelque chose et pour d'autres, ça va changer. Donc, l'important, c'est vraiment croire et penser qu'il peut avoir une vie après la violence et il peut avoir la guérison et qu'on la mérite. Dans ce que tu as vu professionnellement et aussi personnellement, c'est quoi les incompréhensions les plus courantes par rapport à la violence genrée? Dans le contexte de violence genrée, il y a multiples types de violences, comme la violence économique. Donc, si on parle de violence genrée dans le contexte conjugal, il y a souvent cette violence économique. La personne peut être en situation de dépendance envers la personne qui la victimise. Et puis, il faut comprendre que c'est pas toujours facile de pouvoir quitter un contexte de violence. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui font face à des situations en matière de leur parcours migratoire. Donc, à des femmes qui n'ont pas encore un statut migratoire qui peuvent leur permettre de reprendre leur pouvoir, surtout s'il y a un enfant. J'ai entendu des expériences des femmes qui ont peur de quitter les contextes de violence conjugale parce qu'elles n'ont pas un statut migratoire, mais leur enfant est canadien. Donc, elles ont peur qu'elles vont perdre la garde de leur enfant parce qu'elles n'ont pas de citoyenneté. Elles peuvent être renvoyées et l'enfant, en tant que Canadien, resterait ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte qu'une personne survivante va pas se sentir en sécurité pour chercher de l'aide. Donc, c'est important de comprendre ces contextes-là et les barrières qui existent pour bien pouvoir les soutenir. Mm-hmm. Donc, peut-être offrir différents types de soutien. Oui, et puis je pense que c'est très important. Il existe des ressources en violence genrée, donc il faut que ces ressources-là soient aussi mieux outillées pour pouvoir répondre à ces différents types de contextes. Souvent, ce que je voyais travaillant dans les milieux de violences à caractère sexuel, travaillant par exemple avec les CALAX, c'est que les CALAX n'étaient pas nécessairement outillés à répondre dans les contextes où il y avait une situation migratoire. Les CALAX dont parle Marliane sont un regroupement de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et la violence faite aux femmes.
ça faisait appel à une expertise qui dépassait les ressources en matière d'agression à caractère sexuel. Donc, il fallait faire appel à d'autres ressources. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'il faut référer cette personne survivante à une autre ressource. La personne doit encore dévoiler encore une fois. Donc, c'est une charge très lourde pour les personnes survivantes qui se sentent souvent dépassées par leur situation. Donc, c'est important de vraiment mieux outiller les ressources qui existent aussi. Et puis, pour les personnes individuelles qui vont venir en soutien, c'est vraiment comprendre comment un contexte peut être très compliqué par d'autres contextes comme les statuts migratoires, la race, la classe, le handicap. La violence genrée existe dans toutes les communautés, cultures et groupes confessionnels, à tout âge et dans tous les groupes de revenus. Cependant, certaines femmes sont particulièrement en danger. Qui sont les personnes qui ne sont pas assez représentées quand on parle de violence genrée? Quand on parle de violence à caractère sexuel ou quand on parle de violence genrée en général, ce qu'on voit, c'est une analyse très binaire. On parle des femmes, mais ce n'est pas toutes les femmes, on parle surtout des femmes blanches. Ici au Québec, on parle surtout des femmes blanches canadiennes, françaises, citoyennes, sans handicap. Donc, on oublie souvent d'autres communautés qui font face à un risque systémique de victimisation, comme les communautés autochtones. On parle des femmes noires, on parle des personnes en situation de handicap, on parle de communautés LGBT, mais surtout des femmes trans. La liste est large et puis je ne veux pas oublier des personnes, mais il y a vraiment un travail à faire et puis il faut qu'on fasse mieux par rapport aux ressources qui existent, par rapport à la sensibilisation qu'on offre à la population, par rapport aux personnes qui sont représentées comme les survivantes ou qui sont dans les conversations médiatisées autour de la violence genrée. Souvent, le fait qu'on ne se soit pas identifié avec la personne survivante ou les représentations des personnes survivantes ou les représentations d'expériences en violence à caractère sexuel, ça va faire en sorte qu'on ne va pas se voir comme une personne survivante. Et puis, ça peut être une barrière pour la guérison. Donc, il n'y a pas comme une one-size-fits-all manière de répondre à une violence genrée. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une diversité de manières de répondre et de soutenir une personne qui est survivante. Et c'est dur toujours répondre à la question de comment soutenir, quelle est la meilleure façon de soutenir, parce que ça dépend de la personne. Les risques sont pas toujours les mêmes. Les ressources dont dispose la personne n'est pas toujours les mêmes. Les barrières, l'isolement auquel la personne peut faire face n'est pas toujours la même. Donc, c'est pour ça que c'est très important de vraiment être à l'écoute parce qu'il n'y a pas une bonne manière de répondre qui va servir pour toutes les situations de violences genrées. Je pense que ce qui est important de garder en tête pour les communautés qui font face à multiples barrières systémiques pour le dévoilement, pour chercher du soutien, c'est que il n'existe pas malheureusement de ressources sécuritaires pour accueillir beaucoup de ces communautés. Donc, si on veut vraiment travailler pour si on veut vraiment être impliqué dans la lutte contre les violences genrées, il faut travailler sur les ressources, il faut travailler sur les options pour que les personnes survivantes se sentent pas pour que ça leur prenne pas autant de temps de pouvoir sortir des contextes de violence. Si on s'attarde pas sur ces barrières-là,
ça va être très difficile pour qu'une personne se sente en sécurité ou capable de chercher du soutien ou de sortir d'un contexte de violence. Je pense que la communauté est vraiment clé, mais il faut aussi peut-être penser qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit communauté. C'est très dur de soutenir une personne qui, en contexte de violence conjugale, par exemple, si tu connais même pas tes voisins. Souvent, il va y avoir des exemples de personnes qui ont déjà été témoins d'un contexte de violence conjugale et ne savaient pas trop quoi faire. C'est les seules options qui sont offertes à nous dans les contextes qu'on vit, qu'on ne connaît même pas nos voisins, c'est peut-être d'appeler la police, mais on sait qu'appeler la police, ça peut être très dangereux pour certaines personnes survivantes. Donc, c'est de chercher à comment bâtir cette communauté. Donc, il y a des manières sécuritaires que tu peux intervenir, mais il faut d'abord qu'on se sent concerné. Et puis, je pense que ça, c'est un des premiers problèmes. Si on ne fait que représenter une sorte de violence ou une sorte de survivante ou de victime, ça va nous empêcher d'intervenir parce qu'on va pas... D'abord, on va penser, mais est-ce que c'est vraiment une violence? Parce qu'on n'a pas été sensibilisé par rapport à ces genres de violences. Qu'est-ce que je peux faire pour intervenir? Comment est-ce qu'on peut garder ça à l'esprit pour orienter la façon dont on offre un soutien en tant qu'amis, famille ou collègues à des personnes qui vivent la violence genrée et du racisme? Je pense que d'abord, il faudra qu'on se sensibilise vraiment plus sur les multiples formes qui peuvent prendre la violence genrée. Pour que les personnes puissent chercher de l'aide, il faudrait d'abord que les représentations qu'on voit, que les exemples qu'on voit ne concernent pas juste un type de survivante, qui ne concerne pas juste, je vais être claire, des femmes blanches. Donc, il faut commencer par avoir une meilleure compréhension de comment la violence genrée affecte multiples communautés. Et puis, il ne faut pas que la charge d'éduquer soit sur les personnes survivantes. Et puis, pour les personnes qui font la sensibilisation, pour les personnes qui reçoivent les financements dans les institutions pour faire la prévention, il faudra qu'on s'attarde sur la diversité qui existe en termes de personnes vivant ou survivant des violences genrées. Je m'investis beaucoup dans construire, bâtir, développer des ressources qui soient sécuritaires pour les communautés qui, aujourd'hui, risquent d'être victimisées dans les ressources mainstream. Je travaille beaucoup sur la prévention parce que je pense que souvent, on veut juste réagir à la violence, on veut la gérer, mais on ne s'attarde pas, on ne s'investit pas sur des ressources ou des actions qui peuvent être menées à long terme. On parle d'une culture de violence sexuelle, une culture de violence genrée qui existe dans nos sociétés. Et quand je parle de prévention, je parle pas d'appeler la police, je parle de l'éducation populaire, l'éducation à la sexualité dans les écoles. On parle de briser les tabous dans certaines communautés par rapport à la violence genrée. On parle de la responsabilisation. Donc, pour moi, la prévention est clé. La prévention. C'est justement la mission de Hood Stop les violences sexuelles, un mouvement dont Marliane est l'une des instigatrices. Pour moi, un exemple inspirant, c'est par exemple tout le travail qui est en train d'être fait en ce moment à Montréal-Nord dans le contexte du projet Hood Stop les violences sexuelles. Tu as une équipe qui travaille sur un programme de prévention qui va être dirigé aux jeunes pour leur sensibiliser par rapport à la violence genrée, pour leur donner les outils pour pouvoir interrompre la violence,
Ce programme de prévention est censé de pouvoir leur donner des outils pour identifier la violence genrée quand elle arrive, mais aussi rompre avec les tabous autour de la violence sexuelle et puis leur redonner le pouvoir et l'agentivité parce que souvent avec les jeunes, on leur enlève l'agentivité et les jeunes ont la capacité d'interrompre la violence genrée. Ils ont la capacité à vraiment se soutenir. Donc, je pense que ce programme de prévention va leur donner les outils pour pouvoir reprendre les pouvoirs et vraiment agir dans leur communauté. Et je pense que ça, c'est très important si on veut avoir des gains solides en matière de la lutte contre les violences genrées. Mais le programme de Hood Stop veut voir comment la violence sexuelle n'existe pas juste dans une bubble, mais comment les racismes systémiques, par exemple, comment la classe peut vraiment avoir un impact sur comment les personnes survivantes vont pouvoir accéder à des services, vont pouvoir chercher du soutien et puis nommer les dynamiques qui font en sorte que les personnes dans ces communautés vont faire face à des barrières systémiques pour accéder à des services. Parce que tous ces contextes vont avoir un impact sur, non seulement sur la manière qu'une survivante va pouvoir chercher du soutien, mais aussi vont avoir un impact sur la lutte contre la violence sexuelle. Donc, si on ne s'attaque pas sur d'autres sources de vulnérabilisation, comme la pauvreté, comme la violence, comme les racismes systémiques, je pense pas qu'on va vraiment réussir à avoir des gains en matière de lutte contre la violence sexuelle. Dans ton travail de militante contre la violence genrée, quel progrès est-ce que tu constates qui te donne de l'espoir? Le progrès que je constate, c'est de voir d'autres femmes noires, par exemple, qui font le travail. Quand j'ai commencé le travail, je me sentais comme si j'étais une des seules qui faisait ce travail parce que mes collègues dans les milieux de violence à caractère sexuel, mes collègues étaient toutes blanches. Donc là, aujourd'hui, je vois d'autres femmes noires qui font le même travail, qui travaillent dans les milieux de la violence genrées et qui font des choses extraordinaires. Et puis, pour moi, ça c'est un progrès parce que ça veut dire que il va y avoir des personnes qui connaissent les barrières dont on fait face. Il va y avoir des personnes qui comprennent que la violence genrée ne peut pas être comprise en dehors de l'intersection avec d'autres violences comme les racismes, comme les colonialismes, comme les capacitismes. Donc, ça me donne l'espoir qu'on va avoir des meilleures ressources pour les personnes qui vivent une expérience de violence genrée. Je te remercie vraiment pour ta présence, pour ton partage. Merci à toi. Pour me préparer pour le projet Balado et pour m'outiller sur comment répondre à un appel à l'aide, j'ai utilisé les ressources en ligne de la Fondation canadienne des femmes. Vous aussi, vous pouvez apprendre comment aider, participer au parcours d'apprentissage et suivre le mini-cours en ligne qui est disponible gratuitement pour vous sentir en confiance et prêt à soutenir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous savez comment réagir aux signes d'abus, vous pouvez changer l'histoire. Passez à l'action en vous rendant à l'adresse répondrealappelalaide.ca. La série Balado Appel à l'aide a été produite et animée pour la Fondation canadienne des femmes par Zoé Gagnon-Paquin. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la recherche, Nancy Petiniccio. À la composition musicale et la post-production, Virage sonore.